Nous allons maintenant, si vous le voulez bien, entrer dans le vif du sujet avec donc les deux thématiques qui, comme je l'ai dit, vont marquer cette Assemblée générale des communautés urbaines. À la fois donc une séquence institutionnelle que nous avons intitulée de MAPTAM à nôtre, nouvelle responsabilité, nouvelle organisation, et puis une deuxième séquence qui portera sur les problèmes financiers, la baisse des dotations et donc le nécessaire équilibre budgétaire à trouver pour nos communautés urbaines dans les prochaines années. Alors nous allons avoir donc un animateur, Monsieur Jean Dumonteil, qui, comme à chaque assemblée des communautés urbaines, va nous aider à progresser dans ce chemin. Progresser, échanger et puis tenir le temps parce qu'on a beaucoup de choses à se dire ce matin. Et pour commencer sur les nouvelles responsabilités, les nouvelles organisations, on va faire un petit tour de table à partir de ce que vous portez aujourd'hui en ce début de mandat, les choix qui sont faits par les équipes qui dirigent les communautés urbaines. Voilà, en matière de mobilité, Johanna Roland nous dit il ne suffit pas de gérer les acquis, mais innover avec les technologies, mais innover aussi socialement, innover dans la démocratie. Autre exemple d'innovation, alors c'est à Lille avec la compétence énergie dont vous vous emparez, Damien Castelin. Aujourd'hui, quel est l'enjeu pour la communauté urbaine de Lille que vous présidez avec cette compétence énergie ? Un enjeu très simple. Et je vais commencer par un seul chiffre sur la métropole lilloise. Le coût de l'énergie pour l'ensemble de ma métropole, entreprises et ménages, estimé à 3 milliards d'euros par an. Les prévisions 2050, 9 milliards d'euros. C'est pour vous dire l'importance pour nous à Lille Métropole de réfléchir et de bien faire ce transfert de la compétence énergétique, puisqu'on le sait, c'est important pour l'ensemble de l'économie d'énergie et donc un pouvoir d'achat pour nos ménages et nos entreprises, sur les incidences économiques, puisque nous devons développer effectivement les nouvelles filières énergétiques, les nouvelles filières d'énergie renouvelable, lancer notre métropole dans cette troisième révolution industrielle, et enfin, vous le savez bien, les enjeux sociaux, puisque dans notre région, la précarité énergétique, c'est 16% des ménages. Donc voilà les enjeux assez importants dans la mise en place. Alors les enjeux, mais aussi, donc là encore, des changements d'organisation, puisqu'il y avait des syndicats, il y avait une organisation de la politique de l'énergie sur les territoires. Et quelles sont aujourd'hui les difficultés que vous rencontrez ? La communauté urbaine a la particularité, je crois, d'avoir tous les exemples de ce qui peut exister en termes de concessions ERDF, GRDF et réseaux de chaleur. La particularité de la communauté urbaine de Lille, 85 communes. 67 communes étaient déjà organisées dans un syndicat sur le même périmètre que Lille Métropole. En gros, sur ce type de syndicat, au 1er janvier 2015, aucun souci, le syndicat est dissous et est repris par l'ensemble de Lille Métropole. 67 communes. 7 communes étaient adhérentes à un syndicat à cheval. Là s'applique le principe de représentation-substitution. Donc, deuxième cas de figure, sur lequel, là aussi, au 1er janvier 2015, nous appliquerons effectivement la représentation-substitution, mais nous soutenons les amendements dans le cadre de la loi NOTRe pour qu'effectivement ces 7 communes se détachent de son syndicat original pour rejoindre à part entière l'ensemble de la communauté urbaine de Lille. Je continue dans le panel de mes exemples, 67 plus 7 plus 10 communes totalement indépendantes historiquement et dont pour certaines on ne retrouve même plus les contrats de concession GRDF par exemple. Et dernier cas de figure, pour finir le panel, une seule commune en régie autonome. Donc reprendre tout ça dans un pilotage à l'échelon de la communauté urbaine, hein, c'est vraiment ça maintenant le travail que vous avez entrepris. Voilà, tout à fait. Donc vous imaginez le travail des services pour appliquer cela et faire dans la commission de transfert de charges, pour récupérer donc l'ensemble des transferts de biens, l'ensemble des transferts de l'acquis juridique, de l'ensemble de ces différents contrats et de cette multitude d'exemples, reprendre les délibérations, les actes,
le maintien des contrats, y compris effectivement les emprunts, les contrats de photocopieuse, etc. Et ce qui n'est pas un moindre sujet, l'humain, la récupération effectivement des hommes et des femmes qui travaillent dans l'ensemble de ces syndicats, de ces communes ou de ces régies pour le transfert au sein de la communauté urbaine de Lille et les transferts des recettes. Parce que là aussi, nous sommes tous des experts ici en centre communauté urbaine, les transferts de recettes en ce qui concerne le RDF au terme de 3 chiffres, R1, R2 et article 8, et sans trop rentrer dans le détail. Le R1, c'est le fonctionnement. Donc ça, c'est parfait. Le mode de calcul des formules ERDF font que plus vous êtes regroupés, plus vous avez un continuum géographique, plus vous touchez. Donc ça, c'est une bonne nouvelle pour la métropole lilloise. Ce calcul de recettes dit du R1 va augmenter. Le deuxième dotation recette, le R2, l'investissement, lui est plus compliqué parce que nous avions toutes les formules inimaginables. Les communes seules ne touchaient pas de R2. Quid de ce que va faire la communauté urbaine au 1er janvier 2015 ? Le syndicat touchait le R2, mais le redistribuait sous forme de gagnant-gagnant à l'ensemble des communes, tandis qu'une dernière partie, le syndicat chevauchement, lui, le syndicat se gardait l'ensemble du R2. Et le dernier volet de recettes, l'article 8, qui, elle, était une négociation avec RDF pour avoir toute cette politique d'enfouissement et d'amélioration esthétique. Voilà, c'est pas simple, transfert de biens, transfert de recettes. Je pense que nous allons effectivement bien nous amuser dans la commission de transfert de charges. C'est pas simple, mais l'enjeu, vous l'avez dit en commençant votre propos, c'est vraiment d'être le pilote d'une politique énergétique sur le territoire métropolitain, de reprendre la main avec toutes les conséquences sectorielles que ça a sur la mobilité, sur le logement, sur les frais aussi de fonctionnement de la métropole et puis des communes qui la composent. Vous avez tout à fait raison. Un des enjeux forts, effectivement, pour nous, c'est bien évidemment en matière de mutualisation. Récupérer l'ensemble de ces contrats. Et ce qui est important aussi, c'est une égalité de traitement sur l'ensemble du territoire pour l'ensemble de nos habitants. Tarif unique, ça va de soi, effectivement, pour ERDF et GRDF. Mais par contre, pour les réseaux de chaleur, c'était un petit peu plus compliqué chez nous. 7 contrats, des moyens de production différents, des biomasses, du fioul, des tarifs différenciés pour nos habitants, reprendre le transfert effectivement des réseaux de chaleur. Nous devons harmoniser ces contrats. Mon objectif, c'est bien évidemment un prix unique pour tous les habitants, qu'ils habitent la plus petite commune de Warneton ou la plus grande de Lille, 200 000. C'est effectivement un élément important. Et ensuite, bien évidemment, pour notre politique énergétique via les réseaux. Et vous savez bien que la métropole et la région Nord-Pas-de-Calais, comme bien d'autres, sont fortement impliqués sur la 3e révolution industrielle et la possibilité donc pour la métropole de mener une politique sur les réseaux électriques intelligents. Donc une métropole lilloise qui maîtrise son destin énergétique. On voyait à Nantes l'innovation dans la mobilité avec tous ses aspects sociaux, technologiques. Autre compétence, alors aujourd'hui en chantier quand il s'agit de toutes les politiques sociales, mais déjà pratiquées à Strasbourg, puisque Robert Herrmann, la communauté urbaine de Strasbourg que vous présidez, a conventionné depuis longtemps avec le Conseil général du Bas-Rhin. C'est aussi là un sujet d'actualité avec les rapports entre niveau de collectivité et la possibilité aussi peut-être pour vos collègues de tirer quelques leçons de votre expérience strasbourgeoise. Oui, merci. Nous sommes en effet une collectivité intégrée, ville et communauté urbaine, et outre les compétences propres de la ville de Strasbourg, nous assumons les compétences de la protection maternelle et infantile, du service d'action sociale et du revenu de solidarité active, protection des mineurs, vaccination obligatoire en particulier. Et nous exerçons également les compétences déléguées par l'État, à savoir la santé scolaire. Cela résulte de l'histoire de l'Alsace qui fut très tourmentée entre 1970 et 1944. Et la mutualisation intégrale des personnels villes et communautés urbaines que j'évoquais est intervenue en 1972. Et la direction des solidarités et de la santé exerce à la fois donc les compétences sociales de la ville, de la communauté urbaine, et pour partie celle du département du Bas-Rhin aujourd'hui. Voilà, il y avait déjà cette mutualisation entre la ville-centre et la communauté urbaine, et puis ce conventionnement avec le Conseil général, toute l'histoire bismarckienne, effectivement, de la protection sociale.
Alors, Robert Herrmann, on va s'attarder un instant sur la convention avec le département et les leçons que vous en tirez aujourd'hui et les enseignements qui peuvent être profitables pour vos collègues présidents de communautés urbaines. Oui, cette convention a été conclue donc, le 3 mars 2011 pour 6 ans. Elle est renouvelable par tacite reconduction et c'est le cas régulièrement. Le département verse à la ville une dotation financière forfaitaire pour compenser les frais de personnel et de fonctionnement engagés par la commune. Celle-ci s'élève à 11,3 millions d'euros en 2014. Elle est indexée pour moitié sur l'évolution de la masse salariale du département et pour moitié sur celle de la ville de Strasbourg. En précisant que Strasbourg compte, ville, 3/4 des logements sociaux du département, 50% des bénéficiaires de minima sociaux, 50% des allocataires à bas revenus de la CAF, c'est ce que tout à l'heure Gérard évoquait sur la réalité des métropoles, 60% des enfants confiés à l'aide sociale et à l'enfance du Bas-Rhin. Voilà, on accueille André Valigny, le secrétaire d'État à la réforme territoriale. Monsieur le ministre, bienvenue. Je crois que vous pouvez rejoindre la tribune dès maintenant. Voilà, et vous serez avec les présidents de communautés urbaines et de métropoles. Nous sommes en train de regarder aujourd'hui de MAPTAM à notre nouvelle responsabilité, nouvelles organisations, et à partir d'exemples portés par les communautés urbaines, qu'il s'agisse d'innovation dans les mobilités à Nantes, qu'il s'agisse de la politique énergétique comme à la communauté urbaine de Lille. Et en ce moment, nous voyons avec Robert Herrmann à Strasbourg comment, sur les politiques sociales, communes, communautés et départements travaillent ensemble. Et vous nous le disiez, après la première mutualisation, donc commune-communauté, aujourd'hui un conventionnement avec le département dont vous avez tiré quelques leçons. Oui, je crois qu'il faut donner quelques chiffres pour mesurer ce que cela représente pour une métropole comme Strasbourg. C'est en 2013, 22 143 ménages qui ont été reçus dans les centres médico-sociaux. Les bénéficiaires du RSA représentent 52% des bénéficiaires du département. 1603 mineurs ou jeunes majeurs ont été suivis par les services de protection des mineurs sur 931 familles et le service de PMI a rencontré à peu près 5000 personnes, ce qui représente en effectifs fonctionnaires 200 salariés destinés à ces missions. Alors donc des coûts, des moyens engagés, et quand on met le doigt dans les politiques sociales, peut-être aussi une crainte du côté des élus urbains, parce que ce sont des charges ensuite difficiles à maîtriser, des transferts parfois compliqués. Alors on constate, au vu de ce que je viens d'évoquer, que ce transfert qui est historique ne pose pas de problème aujourd'hui en tant que tel, y compris dans un transfert direct ville vers l'agglomération. Par contre, il nous faut être vigilants dans le cas de conventionnement avec le département sur les conditions financières des délégations ou des transferts qui sont prévus. Et il nous faut veiller à la cohérence d'ensemble, ville, métropole, éviter les différenciations territoriales. Et le véritable frein du chantier aujourd'hui est bien celui des compensations financières inadaptées pour les transferts aux autres collectivités. Le principe de neutralité des transferts de compétences entre l'État, la région, le département et l'Eurométropole est réaffirmé dans la loi MAPTAM, mais malheureusement, on l'évoquait ce matin, les dispositions ne permettent pas de le garantir. En effet, les charges transférées sont compensées par des versements de compensation. Je voudrais vous donner deux éléments pour ne pas être trop long. Le RSA, qui est au milieu de toutes nos discussions. Les dépenses consacrées aux revenus de solidarité active en 2014 s'élèvent à 114 millions d'euros pour le département aujourd'hui, pour une recette transférée de 77 millions d'euros, soit un taux de couverture de 53%, le reste étant à la charge de la collectivité. Mais pour mémoire, il faut le dire aussi, en 2009, cette dépense s'élevait à 90,8 millions d'euros, ce qui signifie qu'elle est exponentielle en croissance. Pour l'APA, les dépenses consacrées à l'allocation personnalisée à l'autonomie sont estimées à 86 millions d'euros, pour une recette cette fois de 23,6 millions d'euros, soit une couverture, alors qu'elle devait être totale, qui est aujourd'hui de 27%. Et je voudrais profiter de la présence du ministre pour indiquer que si l'on veut permettre la poursuite de l'adaptation de nos agglomérations au mouvement du monde, dans ces temps de baisse de dotation aux collectivités,
peut-être serait-il judicieux que l'État reprenne à son compte la gestion du RSA et de l'APA. Les métropoles ne pourront devenir ces poumons de développement économique que si l'État appelle cela de ses voeux et si parallèlement les ressources soient consacrées à ce que sont nos missions et non pas à la couverture du delta qui existe aujourd'hui dans des transferts de compétences qui n'ont pas été pris en compte dans le transfert des dotations. Merci Robert Herman. Alors donc on voit bien les enjeux, mais aussi les limites de ces transferts, de ce partage de compétences sur les politiques sociales. Autre politique et compétence, alors c'est pas une compétence explicite des communautés urbaines, mais on va partir en image à Dunkerque, où le président de Dunkerque Grand Littoral, Patrice Vergrit, va nous parler d'un projet autour de l'emploi, des états généraux de l'emploi qui ont été lancés par la nouvelle majorité qui gère la communauté urbaine. Voilà, on part à Dunkerque en image avec son président Patrice Vergrit. Voilà, aller au-delà des compétences obligatoires. Votre collègue Patrick Vergrit dit c'est notre responsabilité d'animation du territoire, de mobilisation. C'est aussi la volonté de l'Assemblée délibérante. Alors peut-être
Première réaction à ces points de vue de présidents de communautés urbaines et réaction de ceux qui seront bientôt ou métropole, puisqu'il s'agit de Frédéric Sanchez, qui est le président de métropole Rouen-Normandie, qui sera donc une métropole à partir du 1er janvier prochain, et puis Pierre Pribetich, qui est le premier vice-président de la communauté d'agglo du Grand Dijon, qui sera bientôt une communauté urbaine. Frédéric Sanchez. Normalement, ça marche, sinon. Ah, si pour ma première prise de parole, le micro ne fonctionne pas, c'est dommage. Bien, écoutez, bonjour à tous. C'est effectivement la première fois qu'un représentant de l'agglomération de Rouen s'exprime ici. Nous rejoignons votre association. Merci, Monsieur le Président, de votre accueil. Et effectivement, je suis très heureux de vous rejoindre, puisque l'agglomération que je préside, qui regroupe 71 communes, 500 000 habitants, va sauter une marche, sauter une étape. J'espère que nous ne trébucherons pas en sautant cette marche pour devenir métropole, sans passer par la case communauté urbaine, au 1er janvier 2015. Moi, je suis très heureux d'être là parce que je constate au fur et à mesure des interventions et des prises de parole qu'évidemment, non seulement, mais ça c'est une évidence, nous partageons les préoccupations, mais nous essayons d'imaginer les solutions. Et je suis absolument convaincu qu'il y a dans nos collectivités beaucoup de marge de manœuvre dans la création d'une intelligence collective plus confortée. Je constate que souvent nous essayons localement d'inventer des solutions à des problèmes, solutions qui ont été éprouvées, expérimentées et trouvées dans d'autres territoires. Et donc nos forums constituent une belle occasion d'échanger et de progresser plus vite. À Rouen, nous passons en métropole, donc compétences espace public. Pour nous, évidemment, un beau défi. Près de 200 agents transférés et 30 à 40 millions d'euros affectés par les transferts financiers. Bien entendu, l'urbanisme et cet enjeu de piloter à l'échelle d'un territoire qui va des communes du Trait à Elbeuf sur près de 100 km de Seine, un très vaste territoire. L'enjeu, évidemment, de répondre à des défis aussi difficiles que ceux de l'étalement urbain et les coûts induits de cet étalement urbain. Et puis, bien sûr, pour nous, cette nouvelle compétence, mais le collègue de Lille l'a très bien évoqué, majeure au regard des enjeux du XXIe siècle, de la transition énergétique. Alors, quelques réactions complémentaires à ce qui a été dit depuis tout à l'heure. Bon, évidemment, sur les transports en commun, comme sur les services publics en général, eau, collecte des déchets, nous sommes tous dans la recherche à la fois du meilleur service rendu, efficacité, au meilleur coût, efficience. C'est là que se noue, évidemment, sinon le nœud gordien, se noue cette difficulté majeure que nos concitoyens demandent plus de services et ne veulent pas payer davantage d'impôts ou acquitter des prix en dynamique forte. Donc j'ai été attentif aux innovations proposées par notre collègue de Nantes. Nous-mêmes travaillons avec la région Haute-Normandie à ce stade à un dispositif regroupant 17 autorités organisatrices de transport pour une billettique unique et une tarification prenant en considération, au fond, à l'échelle de la région Haute-Normandie, la capacité à être plus dans l'intermodalité. Sur les problématiques énergétiques, je ne reprends pas ce qui a été dit, parce que je partage totalement l'expression de Damien Castelin. C'est vrai qu'il y a aujourd'hui peu de contrôle public sur tout cela, au final, alors que les enjeux sont majeurs, y compris sur le plan social, ne serait-ce que dans la maîtrise des charges des locataires qui, quelquefois, deviennent supérieures au coût du loyer. Deux observations complémentaires et ma conclusion. Sur la question démocratique, notre collègue de Nantes l'a évoqué il y a quelques instants. Suffrage universel, c'est déjà le cas. Direct, quel suffrage universel direct? Je fais partie de ceux qui appréhendent avec beaucoup d'attention et de précaution cette affaire-là. Nous le voyons bien, l'un des enjeux de la réforme territoriale, je pense que M. le ministre va l'évoquer, c'est quand même une certaine
relégitimation, nouvelle légitimité de la décentralisation. Le doute s'est diffusé, justement sur notre efficacité, sur notre efficience. La décentralisation est pointée du doigt comme dispendieuse et éventuellement inefficace, à longueur notamment de rapports de la Cour des comptes, mais pas seulement. Cette réforme, il va falloir la réussir dans un contexte difficile. Gérard Collomb nous l'a rappelé il y a quelques instants. Je pense qu'on partage tous évidemment cette analyse. À la fois, la clarification doit être rapide et au fond, le périmètre financier doit être défini, stabilisé et si possible amélioré. Pour autant, cette nouvelle réforme doit être absolument réussie parce que le doute s'est réellement insufflé, diffusé, et on le voit bien sur notre territoire, y compris à l'occasion des dernières élections municipales, l'échelon qui paraissait le plus solide de nos institutions républicaines a été singulièrement secoué, mis en cause et interpellé par des concitoyens inquiets et impatients. Donc tout ça va être difficile, mais je pense qu'il faut effectivement que nous fassions la démonstration qu'à périmètre financier réduit, nous parvenons à préparer l'avenir, c'est-à-dire privilégier l'investissement. Donc énorme enjeu sur notre capacité à construire ces fameuses mutualisations en quelques mois, en quelques petites années qui permettront de gagner des marges de manœuvre et que nous parviendrons à garder notre ancrage démocratique. Et je reviens pour conclure à cette affaire du suffrage universel direct ou pas direct, ou en partie direct. L'échelon communal reste cependant l'échelon privilégié par nos concitoyens en termes d'identité. Et cette problématique identitaire qui traverse le pays nous secoue tous profondément. Et j'ai quelques difficultés à imaginer que notre intercommunalité, quelles que soient ses formes, même métropolitaine, puisse à un moment donné, en chemin, perdre peut-être ce rapport à la légitimité communale qui constitue encore, dans un moment assez mouvant, eh bien un socle plutôt solide. Donc tout cela, il va falloir, j'imagine, dans les prochaines années le réfléchir. Bien entendu, l'exercice de ces nouvelles compétences et la puissance financière qui va avec nous oblige à construire de nouveaux liens avec nos concitoyens. Un chemin devrait être dessiné. Mais comme président de la métropole Rouen-Normandie, je voulais introduire cette dimension-là. Il y a des enjeux techniques, il y a des enjeux très difficile, très complexe, il y a aussi cet enjeu citoyen. Merci. Merci Frédéric Sanchez. Donc propos à la veille de la transformation de la créa, l'agglo de Rouen en métropole. Autre transformation est là en communauté urbaine. Pierre Pribetich, vous êtes premier vice-président de l'agglomération du Grand Dijon. Déjà, vous aviez fait beaucoup de choses en intégration de politique à l'échelon intercommunal. Monsieur le ministre, je voudrais déjà remercier à travers Gérard Collomb, sénateur-maire de Lyon, président du Grand Lyon et président de la CUF, l'ensemble des membres ici présents, honorables naturellement, qui siègent dans cette association vénérable, et nous permettre aussi de nous présenter en tant que communauté d'agglomération, puisque nous allons, comme nos collègues de Rouen, essayer de franchir, et naturellement avec une volonté réelle, de franchir cette nouvelle étape. Nous avons, avec les 252 000 habitants, depuis 2001, avec François Rebsamen, mis en place une stratégie, une dynamique d'intercommunalité pour essayer de transformer le territoire dont nous avons eu la responsabilité en 2001 en une communauté de destin avec des éléments assez forts, essayer de conjuguer, de coupler stratégie et proximité en mettant en place tous les outils, naturellement, de la force d'une intercommunalité, notamment d'une communauté d'agglomération. 20 km de tramway en 2 ans et demi, des grands équipements qui ont été développés, la construction des politiques de l'habitat, un projet de renouvellement urbain au niveau de l'agglomération, bref, des outils pour accompagner une dynamique territoriale. Au-delà, sénateur-maire de Lyon, Gérard Collomb l'a indiqué, le fait urbain, c'est d'abord un relais de croissance. Un relais de croissance que nous souhaitons utiliser et la possibilité que donne la loi MAPTAM d'essayer de nous transformer
en communauté urbaine, nous l'avons saisi, parce que nous souhaitons naturellement amplifier, développer cette nouvelle dynamique en essayant de renforcer ce triptyque qui a été décrit. D'un côté, un volet économique, de l'autre, l'écologie et l'urbanisme, et le troisième volet que nous portons, naturellement, c'est le social. Nous portons 2 dossiers importants avec notamment la cité et la gastronomie, avec Lyon, Tours, Paris, Rungis, mais aussi le dossier de l'UNESCO, des climats de Bourgogne. Je vous invite naturellement à visiter Dijon et l'ensemble de la côte viticole entre Dijon et Beaune. Vous y verrez là à la fois des trésors, et la côte rôtie, naturellement, prendra rang vis-à-vis de nos grands vignobles on est et dans de la nos grandes compétition des décorations. territoires, là, hein. Oui, mais c'est une compétition, nous l'assumons en tant que telle, pour essayer, au-delà de ces éléments, de porter une stratégie de développement économique autour de l'agro-environnement et d'avoir aussi cette capacité d'utiliser à plein l'ensemble de la force des nouveaux volets que nous allons ainsi récupérer, l'énergie, mais aussi l'urbanisme cohérent, un développement économique et une mutualisation renforcée, bref, au-delà de la voirie, la possibilité de développer l'ensemble de cette stratégie. Je ne voudrais pas être plus long, mais puisque nous sommes à Lyon, j'ai en mémoire une publicité d'un grand distributeur de carburant qui disait qu'il fallait mettre un tigre dans le moteur. En référence à Lyon, je dirais qu'il faut mettre un lion dans le moteur du développement. Merci Pierre Pribetich. Alors, métropole Rouen-Normandie, communauté urbaine du Grand Dijon demain, et c'est une avant-garde puisque l'association des communautés urbaines de France va s'agrandir, et ça aussi c'est une des conséquences des réformes territoriales en cours, et aussi c'est la volonté des élus qui portent ces territoires. Justement, la question des périmètres intercommunaux, on va l'aborder avec Benoît Rivet. Benoît Rivet, donc vous êtes le président de la communauté urbaine de Cherbourg, et comment vous abordez cette question des périmètres, sachant qu'en plus, dans ce département qui est le vôtre, vous avez à côté de votre communauté urbaine des intercos qui sont plutôt riches et bien portantes. Tout à fait. Monsieur le ministre, mesdames, messieurs, mes chers collègues, je voudrais effectivement intervenir, et je vous prie de m'autoriser à prendre quelques minutes pour vous répondre précisément sur ce sujet. Alors d'abord, vous dire que, bien évidemment, on ne peut que se féliciter de la volonté du gouvernement de renforcer l'intercommunalité et de lui donner demain les outils de sa modernisation. La loi MAPTAN hier et la loi NOTRe demain en seront bien sûr l'illustration. Mais qu'est-ce que promouvoir l'intercommunalité ? C'est bien évidemment clarifier les compétences, les renforcer ou les compléter, mais c'est surtout donner aux intercommunalités la possibilité de s'inscrire dans un territoire de projet pertinent. Et c'est sur ce dernier point que je souhaite, si vous le permettez, intervenir. Je voudrais m'appuyer pour cela, et vous m'autoriserez à le faire, sur l'exemple de l'établissement que je préside depuis quelques mois. La communauté urbaine de Cherbourg, que vous connaissez, regroupe depuis 1971 5 communes. Elle se trouve aujourd'hui un peu étriquée, et vous l'avez souligné, dans un territoire de projet qui finalement, au fil du temps, a perdu de sa pertinence. Pourquoi cela ? D'abord parce que notre aire urbaine et notre bassin de vie sont bien plus larges, parce que les stratégies d'aménagement du territoire, de mobilité, de développement économique, d'attractivité ou de marketing territorial, de développement touristique ou finalement le partage des ressources financières seront plus efficacement traitées à une échelle plus grande. Vous m'entendez pas ? Si, c'est bon. Excusez-moi, en plus j'ai un énorme rhume, j'en suis désolé. Alors, bien évidemment, ce travail, nous le faisons, et quand j'échange avec les intercommunalités voisines, les présidents de celles-ci partagent mon constat, mais finalement me rappellent les freins à une telle évolution vers un nouvel EPCI élargi. Et c'est justement des freins que je souhaite vous parler. Alors, le premier frein, Monsieur le Ministre, est relatif à la gouvernance. Dans l'état actuel des textes, l'EPCI qui épouserait au mieux notre projet de territoire compterait un peu plus de 200 000 habitants, ce qui nous positionnerait dans le Grand Ouest, mais avec un conseil communautaire de plus de 275 conseillers, avec une forte représentation des communes de moins de 500 habitants. La proposition de loi sur les communes nouvelles pourrait résoudre cette difficulté. Encore faut-il que la question de l'évolution en communes nouvelles soit traitée en même temps
que la future révision des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il faudrait aussi que l'État ait une action fortement incitative pour les regroupements en communes nouvelles. Et dans mon esprit, le renforcement demain d'une intercommunalité de projet passe par cette évolution du rôle et de la place des communes aujourd'hui. Le deuxième frein est l'absence de mécanisme interdisant la constitution d'EPCI défensifs qui tournent le dos au bassin de vie ou à l'aire urbaine. Alors, les motivations de nos voisins sont diverses et renvoient tantôt à l'opposition rural-urbain que vous connaissez bien, tantôt au différentiel de fiscalité et tantôt à l'inégale répartition des richesses. Rappelez que vous avez des riches voisins. J'y viens. Les EPCI riches, par exemple, quand ils accueillent un établissement exceptionnel, et nous en avons plusieurs sur notre territoire, ont tendance à se regrouper entre eux, finalement, pour conserver cette richesse, et interdisent ainsi toute solidarité dans le territoire de vie, les plus pauvres cherchant à éviter de se réunir avec le pôle urbain et finalement de partager les coûts de centralité. Alors, a priori, et c'est là où je veux en venir, nous ne sommes pas totalement démunis pour éviter ces situations. Je souhaite ici citer l'article L502-10-1-1 du Code général des collectivités territoriales qui me semble frapper au sceau du bon sens. Cet article, que vous connaissez probablement, traite des schémas départementaux de coopération intercommunale. Il fixe un certain nombre de critères à prendre en compte dans les regroupements, dont l'amélioration de la cohérence spatiale des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, au regard notamment du périmètre des unités urbaines, des bassins de vie et des schémas de cohérence territoriale, ou même encore de l'accroissement de la solidarité financière. Alors, sauf à préciser quelques termes, cet article me semble être le bon guide pour les prochaines évolutions de nos périmètres, sur lesquels les commissions départementales devront bientôt se pencher. Alors, en revanche, et c'est important de le souligner aujourd'hui, cet article n'interdit aucun regroupement. Or, si l'on souhaite donner tout son sens aux projets locaux, à l'évolution de nos pactes de solidarité sur un même territoire, il convient, à mon sens, de faire évoluer cet article pour qu'il puisse permettre d'éviter toute constitution d'EPCI de nature défensive. Finalement, d'une lecture assez permissive, il serait souhaitable, mes chers confrères, que l'on puisse évoluer vers une lecture restrictive. Vous l'aurez compris, mesdames, messieurs, monsieur le ministre, bien évidemment, je partage la volonté de faire évoluer nos intercommunalités et de leur donner les meilleures chances de réussir demain pour développer nos territoires et de rendre surtout, et c'est bien là l'essentiel, le meilleur service à la population. S'agissant du projet que je souhaite porter dans le Cotentin, je veux ici vous interpeller pour que la loi NOTRe permette demain d'avancer en levant les difficultés et en précisant les orientations pour la préparation des futurs SDCI. Je voudrais également, et vous m'autoriserez à le faire, profiter du moment qui m'est réservé pour vous alerter, Monsieur le Ministre, sur l'amendement déposé en première lecture du projet de loi de finances pour 2015 portant suppression du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle et dont les conséquences sont majeures pour notre département. Pour la seule communauté urbaine de Cherbourg, la perte avoisine un peu plus de 16% de notre épargne nette et vient aggraver les conséquences sur la DGF de la mise en œuvre du pacte de stabilité. Alors, si je comprends bien la volonté du gouvernement de soutenir l'investissement public local, ce choix, bien évidemment, ne peut pas se faire au détriment d'établissements de coopération intercommunale qui, par ailleurs, et pour votre information, bénéficient de la péréquation nationale à travers l'attribution du FPIC et qui compte sur son territoire 2 communes éligibles à la DSU cible et une autre à la DSR cible. Voilà, mesdames, messieurs, mes chers collègues, monsieur le ministre, je souhaite, si possible, que le gouvernement puisse envisager de prendre en compte ces différents critères pour éviter un décrochage très rapide et trop rapide de petites agglomérations comme celle que je représente, et que, bien au contraire, aidés par le gouvernement, ces collectivités, ces agglomérations puissent conserver demain les moyens de leur développement lorsqu'elles ont, comme nous, une véritable ambition de solidarité forte. Je vous remercie.
Merci Benoît Arrivé. Alors, un propos en forme aussi de proposition et de demande sur l'amélioration de l'organisation institutionnelle des territoires, sur les périmètres. Organisation des territoires, alors aujourd'hui dans le grand débat sur les métropoles, il y a la métropole Marseille-Provence. Guy Tessier, vous en êtes le président et on peut dire que les choses ne sont pas faciles, il y a des particularités et aujourd'hui avec vos collègues élus de ce territoire, vous envisagez aujourd'hui un avenir qui est un peu différent de celui qu'on vous promettait. Oui, on peut dire ça comme ça, effectivement. D'abord, je voudrais saluer le secrétaire d'État, mon cher André. Merci Gérard Collomb de nous avoir reçus si agréablement dans cette belle ville. Mesdames et messieurs les présidents, mesdames et messieurs mes chers collègues. Oui, effectivement, j'ai été élu il y a 7 mois à la tête de cette communauté urbaine avec en charge dans ma feuille de route d'arriver au 1er janvier 2016 avec une métropole. Alors, en tant que député, bien qu'ayant émis de nombreuses réserves, j'ai voté la LOMAPAMP et j'ai choisi de faire confiance. La métropole est probablement l'outil de modernisation de notre territoire, de l'optimisation des actions publiques, de la mise en œuvre de la solidarité entre les territoires urbains créateurs de richesses et ceux qui le sont moins, mais qui en ont pourtant besoin. Mais force est de constater sur notre territoire provençal que la mise en œuvre de la métropole telle que se dessine est difficile à mettre en œuvre. Les maires, d'ailleurs, s'en sont émus et je suis modéré dans mon propos. Et je pense qu'à cette heure, à ce jour, ils n'ont pas été compris. Les maires sont pour moi les gardiens de l'âme des communes, les premiers militants de leur commune. Ils établissent le lien social entre les habitants et je pense qu'ils ont été stigmatisés comme des élus uniquement tournés vers l'exercice de leur pouvoir à l'intérieur de leur commune. Et bien pourtant, ces maires, ces présidents de PCI, qui ont été pointés du doigt comme des acteurs publics incapables de s'entendre, ont démontré le contraire. Puisque nous nous sommes réunis, après de longs mois, c'est vrai, d'absence dans le débat, autour de sujets sur lesquels je reviendrai, de telle manière à trouver un consensus pour pouvoir avancer. Donc nous voulons en quelque sorte une métropole réaliste. Concrètement, c'est quoi la métropole de Marseille-Aix ? Eh bien, c'est 6 EPCI, 93 communes, avec une particularité, c'est que la ville-centre est la ville la plus pauvre, la richesse se trouvant, c'est historique, autour de notre ville. C'est aussi un territoire bien sûr fait d'urbanité, mais aussi de campagne, de littoral, de 24 ports, d'une ville-centre qui est Marseille de 900 000 habitants et aussi de petits villages historiques. Les premiers chiffres nous disent pourtant que cette fusion ne permettra de dégager, monsieur le secrétaire d'État, que 50 millions d'euros de capacité d'autofinancement nette. Ce qui supposera, pour être maintenu, qu'une augmentation continue de la fiscalité propre devra s'exercer pour financer ne serait-ce que les 6,7 milliards d'euros de projets issus du PDU consolidé par les 6 EPCI. Dans ces conditions, nous n'aurons pas de réelle capacité de développement ni de rayonnement. Et pour moi, ce qui me paraît le plus important, c'est l'attractivité ou concrétiser l'attractivité de nos territoires, sans quoi nous serions à côté de la cible. Ce que prévoit aussi la loi, c'est faire des établissements publics, que nous présidons ici les uns et les autres actuellement, eh bien de futures mairies d'arrondissement qui, je vous le rappelle, sont, et il sera de même pour les conseils de territoire, privés de la personnalité juridique, ce qui nous rendra absolument inopérants. Les conditions donc ne sont pas réunies pour encourager des initiatives locales et tout ce que nous demandons au fond, monsieur le ministre, c'est que l'on nous écoute. Nous avons le devoir et la capacité à organiser notre intelligence collective. Et nous avons la volonté de travailler avec l'État à des améliorations des dispositions de la loi.
Monsieur le secrétaire d'État à la réforme territoriale, nous étions il y a 2 jours encore dans le cabinet du Premier ministre et j'ai tenu le même discours. Oui à la métropole, mais accordez au président concerné, au président de l'Union des maires des Bouches-du-Rhône, au maire de la ville-centre, une réelle possibilité d'amender le texte. Je propose une métropole faite de compétences consenties à compter du 1er janvier 2016 sur 6 thèmes. Les transports, la coordination économique, la protection de l'environnement, l'enseignement supérieur et la recherche, et enfin les SCOT. Tout cela, nous sommes d'accord pour avancer là-dessus. Et je souhaite que nous ayons une date butoir qui pourrait se situer à 2020, date à laquelle il y aurait un couperet, où si tous les transferts n'avaient pas été effectués d'ici là, eh bien, il se ferait d'une manière autoritaire, je dirais, et obligatoire, avec la fin des EPCI, car bien entendu, pour cheminer sur le chemin de ce progrès, il faudra que les EPCI continuent à exister et qu'elles se délestent année après année d'un certain nombre de leurs compétences. Donc je suis heureux de la réouverture du dialogue, puisque je crois savoir que nous allons être reçus par le Premier ministre. Je serai, avec mes collègues, un acteur ardent autour de la table pour discuter, amender, faire évoluer des dispositions pour que chacun en ressorte gagnant. Parce que je crois que ce qui est vrai pour Marseille, Provence et Aix, c'est aussi vrai pour le reste des métropoles. Il faut que nos métropoles nous ressemblent. Et pour que nos métropoles nous ressemblent, il faut qu'elles nous rassemblent. Et donc, nous avons, alors, en responsabilité, nous imaginons une métropole d'Aix-Marseille-Provence comme ambitieuse, maîtrisée et surtout possible. Je vous remercie. Merci Guy Tessier, donc avec une proposition d'agenda pour la mise en œuvre de cette réforme qui a posé problème, qui est complexe aussi sur ce territoire, donc Marseille-Provence métropole. Les compétences, les périmètres, la réforme institutionnelle, et puis depuis le début de cette matinée, et Gérard Collomb l'a dit en ouverture de vos travaux, l'équilibre budgétaire pour les années à venir, avec quel levier. On va maintenant voir la conjoncture des finances dans les communautés urbaines avec la présentation donc de la lettre financière des communautés urbaines, et c'est Thomas Rougier, le directeur des études à la Banque Postale, qui va rejoindre le pupitre. Et puis après cette partie sur les finances, on rentrera dans le débat avec vous à partir de vos réactions, qu'il s'agisse des questions de compétences, d'institutions ou de finances. Voilà, Thomas, c'est à vous. Excusez-moi. Mesdames, Messieurs, Monsieur le Ministre, Monsieur le Président, Madame, bonjour, excusez-moi, ça va passer. On m'a demandé très rapidement de présenter ces principaux résultats de Focus. Focus, la lettre financière sur les communautés urbaines qu'on réalise depuis 10 ans, donc en fait c'est 10 ans. L'enjeu de cette publication, il est, à partir des informations que vous fournissez, vous, communautés urbaines, de dresser un état des lieux des finances des communautés urbaines en consolidant les budgets principaux et les budgets annexes. C'est important pour avoir une vision vraiment globale de ce que représentent les communautés urbaines, ces métropoles dont on parle actuellement. Donc on parlera des réalisations 2013. Alors je sais qu'on est en train de boucler 2014, mais ce sont des réalisations 2013. On a essayé de dresser 3 constats rapides. Alors la publication, vous l'avez, elle est distribuée, hein. On a essayé, nous, de sortir 3 constats assez rapidement pour la journée d'aujourd'hui. Le premier constat, c'est celui sur les dépenses. On vit actuellement, et ça fait 3 ans de suite, sur un ralentissement de progression de la dépense des communautés urbaines. Alors, il y a d'une part ce qui est représenté en bleu sur mon graphique ici, les dépenses de fonctionnement. Vous savez que c'est une dépense suivie de très près. Et si on la regarde sur ces 3 ans, il y a une baisse. Et puis, si on la corrige même de l'effet de l'augmentation de la population, on voit que d'un 2,7% de croissance en 2013, on passe à 1,9% de croissance des dépenses de fonctionnement. Donc les communautés urbaines en matière, pris dans leur ensemble bien entendu, hein, il y a des situations disparates, hein, je fais un résumé très global, mais les communautés urbaines prises dans leur ensemble sont en train d'inverser et de faire diminuer le taux de croissance des dépenses de fonctionnement. Je n'ai pas la réponse sur ce qui est contraint de ce qui n'est pas contraint. Mais je devance la question, je suis malin. Mais en tout état de cause, le constat, c'est qu'il y a une diminution de croissance des dépenses de fonctionnement. Plus surprenant
encore peut-être celle des dépenses d'investissement. C'est-à-dire qu'on a sur 2013 inversé un cycle classique qui était que la dernière année avant les élections soit une année de forte croissance des dépenses d'investissement. Ces dépenses d'investissement, elles avaient connu de forte croissance en 2011 déjà et en 2012. Donc il y a une petite inversion et la croissance est moins forte. Alors il y a probablement une inversion, je n'ai pas tous les chiffres de toutes les communes de votre territoire, il y a probablement une inversion comme on le regarde au niveau national, c'est-à-dire qu'avec une dynamique plus forte des communes sur les territoires par rapport aux intercommunalités. Pour l'anecdote par exemple, dans les dépenses d'investissement qui progressent de 3,7% en 2013, il y a un équipement direct qui progresse d'un peu plus de 2% et des subventions qui progressent de 12%. Donc il y a un petit relais, effectivement, vous le connaissez, et une dynamique qui est plus forte dans les communes que dans les intercommunalités. Alors ces dépenses en tout, ça fait quoi? Le volume total budgétaire, on parle de 12, là, avec les gens dans la salle, on parle de 12,4 milliards d'euros. Si j'enlève les remboursements de dettes, les reversements aux communes et que je fais un traitement vraiment d'activité propre à la collectivité, on est à 9,6 milliards d'euros, dont 3,6 milliards d'investissements. Alors je ne vais pas donner trop de chiffres pour ne pas assommer la salle, mais c'est important d'avoir ces masses en jeu. Alors ce qui est compliqué, c'est que jusqu'ici, quand je citais ces masses avec Olivier Landel ou avec le président Collomb en conférence de presse quand on présentait Focus, c'était finalement pour illustrer l'activité de ces communautés urbaines. Et puis tout d'un coup, quand je cite ces masses maintenant, j'ai l'impression que le regard, pas vous parce que vous êtes des acteurs de ça, mais le regard est un peu différent, c'est « ouh là là, tant de dépenses ». Mais non, ce n'est pas ce que je veux exprimer. Ce que je veux exprimer, c'est qu'il y a un volume d'intervention pris dans les intercommunalités en général, mais dans les communautés urbaines en particulier parce qu'elles ont un temps d'avance, il y a un volume d'intervention qui est extrêmement fort. On retrouve toutes les compétences qui ont été citées aujourd'hui. La première dans les budgets, si j'isole les grandes compétences, c'est fait dans la publication. Il faut savoir que les transports, par exemple, une fois isolés les dépenses transversales, c'est presque un tiers des dépenses des communautés urbaines. Et puis on retrouve la voirie, l'aménagement, etc. Je ne vous cite pas trop de chiffres. Résultat sur l'investissement, avec cette progression, où en est-on de ce cycle d'investissement? Alors si je fais un premier constat, mon 3,6 milliards d'investissement des communautés urbaines, je peux assez facilement dire jamais le montant n'a été aussi important. Alors d'abord parce qu'il y a aussi des communautés qui se sont rajoutées au cours du temps, donc c'est logique, mais en masse, jamais ça a représenté autant. Et puis je fais un autre calcul avec mes équipes, on passe en euros constants, et puis on passe en euros par habitant, ce qui nous permet de mélanger un nombre de communautés urbaines différents, etc., c'est pratique, et puis on enlève l'effet prix. Et là, on constate que, certes, on est sur un montant d'investissement extrêmement fort, mais que finalement, le cycle, celui qui est bleu, le cycle des élections municipales qui vient de se terminer, et intercommunales, finalement, est un cran en dessous du cycle précédent. Donc voilà une autre information intéressante, c'est-à-dire qu'on est sur des volumes d'investissement extrêmement forts, mais qui, bon an, mal an, correspondent à ceux qu'on a observés sur le cycle précédent. C'est plutôt rare, parce qu'à l'échelle des cycles successifs en matière d'élection, on a eu plutôt une augmentation des investissements cycle après cycle. Dernier constat, et je vais passer très rapidement dessus parce que c'est plus détaillé dans la note, on a détaillé ici le poids de l'autofinancement dans le financement des investissements, et puis les montants de la variation de la dette. Donc quand les barres dépassent 0, c'est une variation de dette positive, donc c'est des années d'endettement pour les communautés urbaines, et quand la barre est vers le bas, c'est des endettements. Alors le graphique qui se suit lui-même, tout seul, ce qui est important, c'est de bien constater que quand l'autofinancement, quand l'épargne brute des collectivités représente plus de 60% des investissements, on rentre dans un cycle de maîtrise, voire de diminution de volume de dette des collectivités, des communautés urbaines. Dès qu'on est au-dessus de 60%. Mais quand on est à 60%, on vit ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire une période d'endettement des communautés urbaines. Donc l'enjeu pour demain, il est là, bien entendu, puisque avec la diminution des dotations. Et par ailleurs, un enjeu fort du côté fiscal. J'ai très peu parlé des ressources aujourd'hui pour placer le débat autour, mais dans la note, c'est plus détaillé sur les ressources, mais avec un enjeu fort sur les ressources, fiscales notamment, dont on attend une certaine atonie, que ce soit du côté des bases ou que ce soit du côté des taux. Mais finalement, on a un enjeu fort, qui est un enjeu d'autofinancement et de part d'autofinancement dans l'investissement. Et c'est toute la nature des débats qu'on a eus en introduction et que je ne répète pas sur le volume d'investissement, le besoin d'investissement de nos territoires et le volume des investissements qu'on connaîtra pour les années qui viennent. Je conclus juste en remerciant les communautés urbaines du petit hommage fait à Focus, puisque le stock de dette atteint 10 milliards d'euros pour les 10 ans de Focus. Je ne suis pas sûr qu'il atteindra 11 milliards l'année prochaine pour les 11 ans de Focus. Je vous remercie.
Merci à Thomas Rougier, merci. Alors, on voit le contexte qui est le nôtre actuellement. Olivier Landel, qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui dans le cycle qui commence depuis les élections du printemps dernier en matière de baisse de l'investissement sur le mandat qui s'ouvre? Ça marche, oui. On a demandé à chacune des communautés urbaines, après la mise en place des nouvelles instances, etc., de nous faire l'état de leurs perspectives budgétaires pour le mandat qui vient. On vient de voir les 2 mandats qui s'écoulent sur l'investissement et on a demandé à chacun vos débats d'orientation budgétaire, vos prévisions, etc. Donc on a été amené à faire un certain nombre de calculs ensemble. Ah bah celle-là elle est solaire, donc il faut peut-être que... Ah, c'est doué, non, ça va pas marcher. Je sais pas comment je vais faire. Je suis vraiment confus. Ah bah si, pardon. J'ai mon anti-sèche. Alors c'est quoi en fait le résultat de toute l'enquête qu'on a pu faire? C'est au total des baisses qui, à Cherbourg, sont de moins 42% de l'investissement sur l'ensemble du mandat, qui au Creusot-Monceau sont de moins 30%, qui à Dunkerque de moins 20%, à Lyon de moins 43%, à Strasbourg de moins 62%, à Arras de moins 68%. Au total, et on peut peut-être montrer la slide suivante, au total, voilà comment se présente le prochain mandat, c'est la courbe en vert. C'est une diminution de 25% sur l'ensemble du mandat, en euros par habitant, qui s'annonce, et en cumulé, grâce à ma calculatrice, exactement 4 277 844 282 €. Bien évidemment, au-delà de la plaisanterie, on voit bien que les directeurs financiers aujourd'hui, les adjoints aux finances, les présidents sont dans une problématique, pour l'instant, qui semble insoluble. Merci Olivier, donc c'est vraiment intéressant d'avoir cette information, de sortir de l'incertitude et déjà de pouvoir mesurer ce que vous décidez aujourd'hui dans vos communautés urbaines, comment vous vous adaptez à cette contrainte. David Marty, la communauté urbaine du Creusot-Monceau, comment aujourd'hui vous préparez vos investissements, comment vous réduisez la voilure et dans quel domaine ? Monsieur le ministre, Monsieur le Président, chers collègues, Mesdames et Messieurs, ce que je vais dire va rejoindre sans aucune ambiguïté ce qui a été dit jusqu'à présent. Je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres parce que nous avons des territoires divers et ça ne parle pas forcément. Mais quand la question est posée, comment équilibrer, au-delà de la question, ce qui est important, c'est de savoir les conséquences de cet équilibre. Nous savons tous équilibrer des budgets. Nous sommes dans l'obligation d'équilibrer nos budgets. Mais quelles sont les conséquences de ces équilibres ? Je crois que ce que j'ai entendu depuis hier entre nous, Président, me fait penser que nous ne sommes pas dans le renoncement, que nous sommes plutôt dans le volontarisme, bien entendu avec les contraintes, mais pas dans le renoncement. Et à partir de là, la logique doit être, nous sommes des collectivités qui doivent investir, ça a été dit par tous, nous avons cette vocation. Quel niveau d'investissement nous prévoyons pour le mandat qui paraît acceptable, utile pour nos territoires, parce que nous devons jouer notre rôle en termes d'attractivité, et à partir de là, prendre les mesures qui sont nécessaires. Voilà, vous êtes obligé quand même de faire des choix, et par exemple, chez vous, au Creusot-Monceau, quels sont les choix que vous faites ? Il y a plusieurs leviers. D'abord, il y a les choix, mais il y a les leviers à activer. D'abord, le premier levier, c'est l'emprunt, si nous voulons investir. Aussi paradoxalement que ça puisse paraître, dans le cercle vertueux qu'on nous demande d'avoir, moi je n'ai pas à rougir, par exemple, de l'emprunt que nous allons faire dans les années qui viennent et qui va être supérieur à ce que nous avons fait jusqu'à présent pour pouvoir investir. Deuxième levier, c'est la baisse au niveau du fonctionnement, et tous ici nous sommes contraints de le faire, avec des mesures qui vont être fortes, sur le fonctionnement. C'est quoi les mesures fortes les mesures fortes chez nous, comme ailleurs, mais chez nous particulièrement, ça va être sur le personnel et sur la masse salariale. Mais ça peut être des fermetures de services ? Non, ça ne sera pas des fermetures de services, ça sera
en tout cas, si ce n'est pas des fermetures de services, une baisse du service public automatiquement sur certaines politiques. Quelle crédibilité pouvons-nous avoir si nous disons aux citoyens nous avons des contraintes financières qui font que nous baissons les fonctionnements et qu'au travers de ces baisses de fonctionnement, nous continuons de dire ne vous inquiétez pas, le niveau de service public sera le même. Nous n'avons aucune crédibilité. Il faut donc préparer le citoyen à une baisse du niveau de service public sur certaines politiques, bien évidemment. Et dernier levier, bien entendu, c'est la fiscalité. Ce sont les 3 leviers. Aujourd'hui, nous ne prévoyons pas de hausse de fiscalité, en tout cas sur le prochain budget, mais nous ne l'interdisons pas, bien entendu. Un autre levier, pour aller un peu plus loin, en termes d'économie, j'ai dit le personnel, les charges à caractère général, bien entendu, et puis aussi, ce qui a été dit, évoqué, la clarification des compétences à l'intérieur du bloc communal, qui peut nous permettre aussi de gagner quelques moyens de fonctionnement. La mutualisation, bien entendu, ça a été dit, la mutualisation est très contrainte. Elle n'a pas forcément un effet d'économie, en tout cas tout de suite. Par contre, nous pouvons favoriser ce que nous appelons les coopérations entre les communes et les communautés urbaines, et la nôtre particulièrement, pour essayer d'être plus efficace. Et puis enfin, dernier point, dans cette clarification, l'arrêt des financements croisés qui nous permettra aussi de faire des économies. Merci David Marty. Donc, voilà les choix qui sont faits aujourd'hui par le président de la communauté urbaine et son équipe. Autre territoire, alors Brest Métropole Océane. Alain Masson, aujourd'hui, quels sont les choix que vous faites dans ce contexte et les choix portant en particulier sur le service public local à délivrer sur le territoire de Brest? Oui, effectivement, quand on parle de service public local au niveau des déchets ou de l'eau ou bien des transports, politique qui touche l'ensemble de la population d'un territoire, je crois que notre problématique est de savoir quel est le territoire pertinent. Est-ce qu'on est sur un territoire refermé au niveau de la métropole ou est-ce qu'on peut sortir de notre périmètre? Pour ce qui concerne les évolutions possibles, donc on en a parlé, c'est l'évolution de compétences et l'évolution de périmètre de territoire. Je laisse là le débat en cours pour voir un petit peu qu'est-ce qu'il en sortira du débat au niveau des assemblées. Donc, en attendant la problématique du territoire et des compétences, pour nous avons travaillé sur les outils. En particulier, on a une forte pratique des sociétés d'économie mixte et des sociétés publiques locales. Vous avez même été innovant dans les SPL, puis vous avez eu la première sur les eaux, la gestion des eaux. Tout à fait. Là, on est juste tombé comme il fallait avec l'arrivée des SPL, et puis donc on a transformé notre service qui était un service en délégation en SPL. Ces outils là permettent de sortir de notre territoire, parce que par des conventions et en travaillant avec d'autres territoires, on permet d'avoir des politiques publiques plus innovantes et des politiques publiques qui sortent au niveau financement de nos territoires. C'est aussi le cas qu'on est en train de travailler actuellement avec les GIP, donc qui au niveau de l'énergie, dans le cadre de la loi de transition, donc on travaille sur la mise en place d'un GIP qui serait aussi un outil qui permettrait de travailler avec d'autres communes, d'autres PCI bien sûr, et avec le Conseil général pour valoriser un petit peu cette politique énergétique et toutes les problématiques que l'on connaît, soit sur le territoire et donc nos bâtiments, ou soit au niveau de nos habitants par la problématique des rénovations énergétiques. Donc pas seulement une mutualisation à l'échelle intra-communautaire avec les communes, mais réfléchir à des territoires plus vastes pour mettre en œuvre certaines politiques, trouver un périmètre où chacun va pouvoir contribuer. Tout à fait, c'est l'objectif. Alors ça permet au territoire, donc à la métropole, d'avoir de nouveaux financements et une nouvelle pratique de l'intercommunalité. Et puis ça permet aussi aux EPCI et aux communes d'avoir là une ingénierie qu'ils n'auraient pas s'ils restaient sur la problématique qui est la leur sur les territoires. Alors, ceci oblige aussi à une réflexion sur la gouvernance, parce qu'à multiplier les SEM et les SPL, on sort du dispositif traditionnel. Et donc, comment on garde la maîtrise dans ces cas-là? Voilà, tout à fait. Il ne s'agit pas d'avoir des outils qui s'éparpillent dans tous les sens. Donc nous, on a créé un outil qui est la maison commune, qui regroupe donc l'ensemble des directeurs et des présidents
de ces SPL et SEM et qui permet d'avoir une logique politique commune. Donc une approche consolidée des producteurs de services publics locaux sur le territoire. Vous appelez ça la maison commune, ça veut dire qu'il y a des valeurs communes, il y a une charte même, je crois. Il y a une charte qui existe, effectivement. La valeur commune, c'est le service public à la population. Donc, quelle est la hauteur du service public à laquelle on doit apporter nos moyens? Quel type de financement? Parce que c'est toujours la problématique. Et puis aussi, dans quel esprit et dans quelle vision on met en place un certain nombre de politiques. Donc c'est tout ça qui est travaillé dans le cadre de la maison commune. Merci. Alors voilà l'exemple brestois, des choix d'organisation aussi, de pilotage, de recalibrage des services publics locaux. Jean-Claude Boulard, vous êtes le président d'une commission commune de la CUF et de la MGVF, l'Association des maires des grandes villes de France, et vous avez sur ces questions de finances locales aujourd'hui des propositions, un travail qui a été fait et là encore des propositions à passer aujourd'hui au gouvernement. Alors bon, Monsieur le ministre, Messieurs les présidents, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas d'exemple manceau, mais plutôt des préoccupations communes. Non, cette succession d'exemples ne me convainc pas totalement, n'est-ce pas? Il faut qu'on identifie les préoccupations communes des territoires. Et si possible, vous donnez un peu la parole, parce que j'imagine que ces successions de déclarations de tribunes ont un caractère un peu frustrant. Je m'en excuse, je vais en ajouter une à une succession déjà réalisée. Alors, je voudrais parler de 3 sujets, avec quelques chiffres. Les dotations, le soutien à l'investissement et la sanctuarisation de la fiscalité locale. Les dotations, tout d'abord. Le vrai chiffre, sur la période 2014-2017, c'est 28 milliards cumulés. C'est le vrai chiffre. Cela représente un tiers de la capacité d'autofinancement consolidée de l'ensemble des collectivités locales. Et cela se traduira, on ne pourra pas le compenser par le recours à l'emprunt, on ne pourra pas le compenser par le développement de l'impôt, cela va se traduire par un repli massif de l'investissement des collectivités territoriales. C'est une réalité, il ne faut pas se la masquer, on peut l'assumer, mais il n'y a rien de pire que de dire ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de repli de financement de l'investissement des collectivités locales. Avec du reste une remarque, on ne nous demande pas de participer au redressement des comptes publics, on nous demande de participer au financement du pacte de responsabilité. N'oubliez jamais que c'est venu comme ça, avec ce paradoxe, c'est que 3,7 milliards par an vont être prélevés sur nous au profit de secteurs protégés, les notaires, les huissiers, la grande distribution, la poste, qui, me semble-t-il, n'est pas vraiment soumis à la compétition internationale. Donc, une sorte de prélèvement sur l'investisseur, au profit pour partie de secteurs protégés par ailleurs dénoncés et qui seront bénéficiaires de l'allègement des charges. Il y a là un paradoxe économique que je n'ai toujours pas réussi à m'expliquer. Deuxième remarque sur les dotations, l'illusion que les péréquations viendraient corriger. C'est la grande illusion. Alors, on calme les plus pauvres, les villes DSU, première liste, cible. En vérité, ça veut dire que ceux qui sont classés comme anciens riches, j'appelle ça anciens riches parce que ceux qui avaient de l'ATP transformé en dotation gelée aujourd'hui sont plutôt des anciens riches, devront financer l'augmentation du FPIC de 38%. Donc attendez-vous, au-delà du repli global, pour ceux qui sont classés riches, je me garderai bien dans cette salle de faire la partition entre les nouveaux pauvres et les anciens riches, chacun peut s'y retrouver, mais attendez-vous à ajouter au repli premier le financement des péréquations. Voilà pour les dotations. Comme ça fait partie de l'équilibre budgétaire, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de marge dans le cadre du débat au Sénat pour changer ce qui a été décidé à l'Assemblée nationale. Par contre, l'investissement, tout le monde est très préoccupé par le risque sur l'investissement. Il y a une petite supercherie qui a été montée à l'Assemblée nationale. On a effectivement instauré un fonds de soutien à l'investissement local par recyclage du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle. Alors ça vous explique pourquoi Cherbourg découvre brusquement
qu'il va être privé de ressources, je souhaiterais qu'on fasse la liste de l'ensemble des communes qui vont être privées de ressources en raison de ce fonds qui ne dégage pas un euro de plus pour l'investissement. Le Sénat va probablement faire un amendement de suppression pour avoir la discussion, qu'on ait la liste des communes qui étaient bénéficiaires du fonds de péréquation départementale ETP et de démontrer qu'il y a là une supercherie à présenter en puisant dans un fonds présenté comme un outil de support de l'investissement, quelque chose qui se traduit par un nouveau repli du financement des collectivités locales. On peut être en désaccord sur les évolutions, sur les orientations. On n'a pas le droit de mentir sur des réalités. C'est ce qui me frappe le plus dans le débat d'aujourd'hui, c'est qu'il se sort des choses qui n'ont rien à voir avec la vérité. Alors après, est-ce qu'il faut baisser, est-ce qu'il ne faut pas baisser? Ça, c'est un débat entre nous. Mais ce qui n'est pas bien, c'est de présenter comme une avancée ce qui est une supercherie, et je le dis, et je comprends l'inquiétude de Cherbourg. Il va falloir qu'on clarifie le recyclage de fonds existants au niveau du soutien de l'investissement. Enfin, on aurait pu penser que quand l'État replie ses dotations, il ne touche plus à nos impôts. Ça aurait été normal. On se dit, on va sanctuariser la fiscalité locale. Eh bien, pas du tout. Depuis 1 an, l'État n'a pas cessé, soit à travers l'aménagement d'assiettes ou la suppression pure et simple d'impôts, de réduire les capacités fiscales des collectivités locales. Je vous donne les 5 exemples. On a d'abord eu le plafonnement de la CFE. Le ministre du Budget avait expliqué il y a 1 an devant le comité des finances locales que la réforme serait neutre. C'était faux, je l'ai dit. Nous avons perdu des moyens au niveau du plafonnement des CFE, alors qu'on voulait garder le régime optionnel, soit le barème actuel, soit les barèmes plafonnés. Ça a été supprimé. Nous avons perdu plus de 100 millions d'euros. Deuxième élément, l'assiette du VT. Des déductions supplémentaires d'exonération au niveau du VT. Du reste, ça me rassure, on a rendu tout le monde mécontent. Les collectivités qui sont inquiètes, mais le Parlement, bon, qui sont mécontents, c'est pas forcément, mais surtout, attendez, avec l'accompagnement quand même, peu importe, les responsables peuvent partager, la bêtise est constatée, peu importe l'origine, toujours est-il que la Ligue contre le cancer est furieuse également, parce que ceux pour qui ces exonérations ont été faites considèrent qu'elles sont pénalisantes. J'espère qu'au Sénat, on suspendra cette exonération et qu'on renverra à la fin de l'année à partir d'un diagnostic pour revoir un petit peu la copie. Et puis s'ajoutent 3 suppressions. Taxe sur les trottoirs, vous ne la connaissez pas, mais elle existe. Taxe sur la gestion des eaux pluviales, qui est importante. Et puis, dernier chef-d'œuvre, la taxe sur les spectacles. En appliquant le taux de TVA à 5,5% pour le foot, c'est bien connu, le ballon rond est un produit de première nécessité absolue et prioritaire. Voilà, donc 2 aménagements de l'assiette, 3 suppressions. Au nom de la simplification, j'attire, mes chers collègues, votre attention. À chaque fois que vous entendrez parler d'archaïsme ou de simplification, écoutez, suppression. Et donc ne vous laissez pas piéger. On adore ça, la simplification, ça veut dire suppression. Et quand vous entendez compensation, ça veut dire régression. Donc ne croyez jamais que quand on vous dit on vous supprime une ressource, on va vous la compenser. L'histoire, toute majorité confondue, a été celle de je vous supprime un impôt, je vous fais une dotation et après je vous fais l'érosion de la dotation. Il faut avoir des réflexes. Quand j'entends le mot de simplification, je sens suppression. Quand j'entends le mot de compensation, j'entends régression. Voilà. Donc on va essayer au Sénat, je bien, mais l'article 40 ne nous est pas opposable, de rétablir cette fiscalité locale. Et j'espère que quand même, on obtiendra dans les mois qui viennent qu'au moins les ressources locales, qu'elles soient archaïques, anciennes, de faible montant, peu importe, qu'elles soient sanctuarisées. Oui. C'est le minimum que l'on puisse attendre à un moment de repli des dotations. Voilà à peu près le paysage qui est le nôtre en termes de dotation, d'investissement et de fiscalité. Merci Jean-Claude Boulard d'avoir fait ce point sur les finances. Alors, contrainte sur les finances, mais contrainte aussi sur l'horaire ce matin. Voilà. Gérard Collomb, on passe peut-être à la séquence suivante maintenant avec vous. Merci bien. Donc, je vais reprendre la main après Jean-Claude Boulard. Monsieur le secrétaire d'État, on est heureux de vous accueillir. Vous vous êtes dit aujourd'hui, je viens chez des amis,
Donc la séance va bien se passer. On fait une petite séance ce matin. Ensuite, on va aller déjeuner. Peut-être auront-ils fait venir du Bordeaux avec Alain Juppé. Et donc, tout va bien se passer. Bon, vous comprenez quand même que nous sommes devant un certain nombre de préoccupations. La première préoccupation est d'ordre institutionnel. Elle a trait à la loi NOTRe. On doit dire que la loi MAPTAM avait été évidemment pour les métropoles quelque chose d'extrêmement positif. D'ailleurs, dans un usage qui en était fait, différent suivant les métropoles ou suivant les agglomérations. Et je crois que c'est comme cela que l'on doit utiliser aujourd'hui nos institutions, essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas des réformes uniformes sur l'ensemble du territoire, mais qu'on puisse adapter ces lois à la réalité socio-économique, historique, culturelle de nos territoires, et donc s'en emparer avec intelligence. Je crois qu'on l'a vu dans la diversité des expériences, chacun adapte en fonction de son territoire et donc de la façon dont on peut utiliser au mieux les institutions qui sont les nôtres. Alors on n'a pas, comme vous procédez un peu par, je dirais, pièce rapportée, que lorsque l'on aborde les métropoles, tout aille bien pour les métropoles, mais ensuite que quand on passe aux régions, ça puisse aller moins bien sur les métropoles. Et donc, par exemple, je ne citerai que sur le plan économique, nous pensons que les métropoles, elles ont un rôle d'une certaine manière d'innovation. Essayer de faire émerger les nouveaux talents et donc porter le développement des start-up, faire en sorte qu'entre nos universités, notre recherche et nos entreprises, nous puissions porter l'innovation. Puis ensuite, que les régions soient dans un rôle un peu intégrateur, c'est-à-dire essayer de porter cela à un degré plus important et faire en sorte que cette construction de richesse se diffuse sur un territoire plus large. C'est le premier point aujourd'hui de nos préoccupations. Sur les départements, où il y aura sans doute une loi qui va venir, on n'en a pas beaucoup parlé parce qu'on ne sait pas exactement quelle sera la loi, donc on attend de pouvoir se positionner avant de pouvoir vous dire nos réactions précises sur ce point. Deuxième point donc, qui a été au centre de nos discussions et dont effectivement Jean-Claude Boulard, avec le talent oratoire qui est le sien, vous a fait part les problèmes de dotation, de suppression des dotations des collectivités locales. Alors de ce point de vue-là, moi je le disais ce matin, je crois qu'ici on comprend bien que quand l'État a 2 000 milliards de dettes, que la charge de la dette ça équivaut au budget de l'éducation nationale, il faut faire un certain nombre d'efforts et que ces efforts doivent être partagés. Mais si vous voulez, quand par exemple sur cette année, on dit aux collectivités locales, on va supprimer 3,7 milliards de dotations, et puis que dans le même temps, on prend une mesure qui fait que sur la suppression de l'impôt sur la première tranche, ça coûte 3,2 milliards, on dit simplement, si on fait quelque chose d'un peu rapide, que c'est les collectivités locales qui payent la mesure fiscale. Et ça va avoir comme effet, on l'a montré tout à l'heure, une réduction de l'investissement qui va être extrêmement sévère. Je prends l'exemple de la métropole de Lyon. Nous allons avoir d'ici 2017 moins 160 millions de dotations d'État. Et donc cela va nous obliger à réduire drastiquement l'investissement, où on va passer de 450 millions d'euros par an sur le dernier mandat à 250 millions d'euros d'investissement par an. Donc évidemment, pour le bâtiment et les travaux publics, même si on va essayer de rechercher un effet levier le plus important faisant que nous placions l'argent public là où il y a le plus d'argent privé qui peut être généré et d'investissement privé par cet investissement public,
ça va quand même être compliqué. Voilà nos deux problématiques actuelles. Et donc, si le gouvernement pouvait prendre au cœur de ses réflexions ces deux problématiques-là, évidemment que cela serait bien pour les métropoles que nous représentons. Voilà, je vais donner la parole à un certain nombre de collègues qui vont illustrer ces deux problématiques-là. Alain Juppé, peut-être, sur le couple métropole-région. Monsieur le ministre, monsieur le maire de Lyon, cher Gérard Collomb, je salue tous les collègues présidents de communautés urbaines. Vous avez pu constater, monsieur le ministre, leur diversité, la diversité de leur sensibilité énologique. Je voudrais dire à notre collègue du Grand Dijon que la vendange a été superbe à Bordeaux cette année et que le millésime sera excellent. Diversité aussi politique, et vous avez constaté cette loi bien établie, à savoir que les critiques les plus vives ne viennent pas toujours de là où on les attend. Le 1er janvier prochain, la communauté urbaine de Bordeaux va devenir métropole de Bordeaux, Bordeaux Métropole, et je dis d'emblée que cette réforme, pour moi, va dans la bonne direction et qu'avec mes collègues, nous allons essayer de la réussir, malgré la réticence de nos équipes municipales, malgré l'inquiétude de nos personnels qui s'interrogent sur les conséquences concrètes de la mutualisation des services, malgré ce qu'il faut bien appeler l'indifférence des populations, auquel il est extrêmement compliqué d'expliquer simplement ce qui va se passer, et malgré un certain scepticisme sur les économies globales qui résulteront finalement de cette réforme. Je ne vais pas revenir sur le contexte budgétaire. À Bordeaux comme ailleurs, nous allons être obligés de donner un coup de frein très significatif sur l'investissement. Pour ne prendre que l'année 2015 et tout budget d'équipement confondu, budget principal, budget annexe, nous allons passer de 609 millions en 2014 à 433 en 2015, soit une décélération de 30%, ce qui ne va pas nous dispenser de mesures d'économie assez drastiques sur le fonctionnement. La perspective que j'ai fixée, c'est moins 10% sur la mandature, moins 1,7% par an, et nous commençons dès l'année prochaine. Mais ce n'est pas de cela que je voudrais parler, puisque ça a été déjà longuement évoqué. Pour être bref, je voudrais souligner une préoccupation qui est la mienne et qui, je crois, est partagée par la plupart des collègues, c'est celle de l'articulation entre ce que vont devenir nos métropoles et les compétences des régions. Cette question est pendante et ne recevra sans doute pas de réponse tant que le projet de loi NOTRe n'aura pas été discuté et adopté par le Parlement. Il est prévu que les compétences des régions soient fortement accrues. Pour ma part, je m'en réjouis, étant assez peu départementaliste. Vous savez que tous les camps sont divisés sur ce point. Les régions vont devoir en particulier adopter toute une série de schémas régionaux prescriptifs, un schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation, un schéma régional de développement touristique, un schéma régional d'aménagement et de développement durable, avec un acronyme imprononçable, SARADDT, et ces schémas auront des effets prescriptifs, en particulier sur les documents d'urbanisme, les SCOT, les PLU, qui sont élaborés par les communes ou par leurs groupements. À cela s'ajoutera un renforcement du rôle des régions en matière de transport. Ce sur quoi je voudrais insister, monsieur le ministre, c'est que de notre point de vue, et sans entrer dans une compétition ou un conflit avec les régions, c'est que ces schémas doivent être coproduits entre les régions et les métropoles. C'est ce que les textes prévoient de façon plus ou moins explicite. Je ne suis pas sûr que c'est ce qui se passera vraiment dans la réalité si nous n'y faisons pas attention. Tout dépend du comportement des exécutifs régionaux, qui pourraient être plus ou moins sensibles à la voix de la métropole. Et je crois qu'il est important que nous y veillons, que le gouvernement y veille. Les représentants de l'État auront un rôle à jouer dans ce domaine. Je pense en particulier à la négociation des contrats de plan État-région, à la préparation desquels les métropoles doivent être normalement appelées. Je n'ai pas l'impression pour l'instant que ce processus soit réellement engagé. Je ne vous parlerai pas, monsieur le ministre, de l'articulation entre les départements et les métropoles, parce que dans ce domaine, je crois que le brouillard s'épaissit. Le Premier ministre avait annoncé il y a quelque temps la disparition à terme des conseils généraux, à terme, puisque dans l'immédiat, il n'y a pas de majorité constitutionnelle pour y procéder.
Hier, à Pau, il a rendu un vibrant hommage à l'échelon départemental, ce qui fait que je ne sais plus très bien où on va. Mais peut-être parce que je suis mal informé, vous allez sûrement nous indiquer quel est le cap qui va être suivi. C'est tout à fait important pour nos métropoles qui pourraient récupérer les compétences sociales du département. Ça ne fait pas d'ailleurs l'unanimité entre nous, compte tenu du fait que nous attachons beaucoup d'importance à notre nature d'investisseur plutôt que de gestionnaire de dépenses sociales. Voilà, Monsieur le ministre, ce que je voulais vous dire. La confiance qui doit régner entre l'État et les différents niveaux d'administration territoriale demande de la visibilité et de la continuité. Je ne doute pas que vous allez nous en donner dans un instant. Merci bien. Notre collègue Moudin voulait justement parler un peu des relations département-métropole. Je lui donne la parole. Oui, Monsieur le ministre, mes chers collègues, quelques mots pour vous livrer à la fois l'état de nos réflexions, forcément pas finalisées, puisque le gouvernement lui-même n'a pas de position clairement finalisée là-dessus, et l'état de nos interrogations sur ce sujet du rapport entre les métropoles et les départements. Alain Juppé vient de le dire, je le souligne à mon tour. Effectivement, les annonces successives, les positions contradictoires sur une dizaine de mois ont créé un flou qui est extrêmement perturbant pour les élus que nous sommes, surtout en début de mandature, alors qu'on est en train d'ajuster nos stratégies en termes d'action et en termes de budget. Donc, évidemment, si vous pouvez aujourd'hui clarifier les choses, nous sommes pour. Et la deuxième chose que je veux dire aussi, c'est que ce flou dans la perspective concernant la disparition ou l'atténuation ou l'adaptation des départements par rapport aux grands ensembles urbains, cette perspective floue s'inscrit dans un contexte où se sont accumulées des mauvaises nouvelles extrêmement inquiétantes pour nous. Alors, la baisse drastique des dotations, j'y reviens pas. Les attaques, on n'en a pas trop parlé, contre un certain nombre de ressources qu'on appelle les petites taxes, mais qui, additionnées les unes aux autres, représentent quelque chose, surtout par les temps actuels. Je veux souligner une petite taxe qui est moins petite que les autres, c'est le versement de transport, qui est, j'ai envie de dire, hélas, qui était, président du GART au PIN, qui était peut-être la seule ressource dynamique dont nous disposions et qui est fortement écornée par des dispositions prises par le Parlement cet été et dont on ne nous annonce pas qu'elles vont être corrigées à l'occasion des débats budgétaires en cours. La réforme annoncée, mais très énigmatique quant à ses contours, de la DGF, qui nous inquiète beaucoup. L'idée d'introduire une règle d'encadrement des dépenses des collectivités, à rebours de toute la philosophie de la décentralisation successivement mise en œuvre dans notre pays depuis un tiers de siècle. La montée en puissance des régions avec des zones d'interrogation qu'Alain Juppé a soulignées sur les rapports entre régions et grands ensembles urbains. Et puis le phénomène également beaucoup plus discret, parce que très technique, mais qui, au Parlement, il y a une quinzaine de jours, a été très, très aggravé, de l'accentuation des péréquations. Donc, tous ces faits mis bout à bout font que, joints au flou, nous sommes véritablement en grande interrogation et en grande difficulté. Alors, quels sont les points de repère sur lesquels nous pouvons fixer une position aujourd'hui et vous l'exprimer? D'abord, nos craintes, c'est que le rapprochement, voire les fusions annoncées entre départements et métropoles, là où il y aura des métropoles, une des trois hypothèses du Premier ministre, se traduisent par des augmentations très fortes de dépenses de fonctionnement, au moment où nous-mêmes nous engageons dans des efforts, je dirais, d'une ampleur que nous n'avions jamais accompli jusqu'ici, de maîtrise, voire de réduction de ces dépenses de fonctionnement dont on connaît l'extrême rigidité. Et puis, on le voit en ce moment, des problèmes également d'harmonisation dans les statuts des personnels concernés. Tout ça constitue des craintes objectives. Ensuite, on a une interrogation sur le social.
quelle est véritablement la valeur ajoutée possible d'une métropole qui s'occuperait du social à la place du département? Et sur des prestations aussi importantes que l'APA ou les prestations pour les personnes handicapées, véritablement, qu'est-ce qu'on amènerait de plus? Et effectivement, lorsque l'on voit ce qui s'est passé depuis quelques années, à savoir les conseils généraux qui ont été progressivement étranglés par leurs dépenses sociales, vous imaginez la crainte qui peut nous habiter. Et tout à l'heure, notre collègue Herman de Strasbourg donnait le rapport sur la compétence sociale entre la recette produite et l'évolution de la dépense. C'est tout simplement vertigineux et donc insupportable. Notre souci également, c'est que cette affirmation des métropoles que nous souhaitons se fasse de façon positive et pas en confrontation avec l'environnement rural. Nous y sommes très attachés parce que c'est une caricature, je dirais, qui menace un peu les perspectives dont on discute aujourd'hui. Pour nous, les métropoles, c'est une sorte de locomotive qui tire tout un territoire beaucoup plus large que son propre périmètre. Et là-dessus, effectivement, nous tenons à le dire, nous ne défendons pas une position d'égoïsme métropolitain. Notre souhait, c'est que les compétences départementales qui nous échoueraient puissent être financées par de la fiscalité et non pas à nouveau des mécanismes de dotation dont on voit bien à quoi ils peuvent nous conduire. Dernier point, qui est un peu la conclusion de notre échange ce matin entre nous à ce sujet, c'est que nous plaidons au fond pour que la métropole départementalisée le soit à la carte, en tenant compte des spécificités, de l'histoire respective de nos métropoles. Il y a le modèle lyonnais, il y a le modèle niçois, et il y a entre ces deux références d'autres possibilités. Nous souhaitons que le législateur, dans les mois à venir, à travers la loi NOTRe, préserve cette pluralité et cette liberté de choix par rapport à la départementalisation de nos métropoles. Donc, diversité d'organisation de nos métropoles. Je vais donner la parole à André Rossino, à Christian Estrosi, qui chacun développe l'agglomération de manière différente. Plus que 3 interventions, Monsieur le ministre, et vous pourrez répondre. Je commence par André Rossino. On essaye de faire bref pour que le ministre ait tout le temps pour répondre. D'abord, l'idéal serait presque de laisser ce matin la totalité du temps au ministre, tant les questions sont nombreuses et les évolutions ou débats parlementaires sont devant nous. Je vais reprendre ce que disait Jean-Luc Moudin. Faire métropole, je crois que c'est une contribution à la totalité du développement de tout le territoire. Je pense que s'il y a un moment où il faut que cette rupture se fasse, c'est maintenant. On a trop souvent opposé nos territoires pour que nous ne recherchions pas maintenant les moyens de la synthèse entre les territoires. Ce qui implique au niveau de la synthèse, Monsieur le ministre, que nous ayons aussi les aperçus concrets de la réforme de l'État. On ne peut pas faire réforme des territoires s'il n'y a pas de manière concomitante la réforme de l'État, et c'est ce binôme réforme de l'État, adaptation des territoires qui est garant d'une plus-value pour l'ensemble de nos concitoyens. Sur ce qui s'est passé, nous avons, et nos associations y ont contribué, fait progresser le fait urbain, l'émergence du fait urbain dans le débat territorial, que ce soit dans un premier temps par rapport aux régions, comme Alain Juppé l'a rappelé, et le débat parlementaire qui est devant nous ouvre un espace passionnant mais difficile, puisque nous avons un certain nombre de métropoles. On a toujours en France le souci des seuils. Vous êtes à 250 000, vous pouvez devenir une communauté urbaine. Vous êtes à 245, comme nos amis de Metz. C'est toute une gymnastique pour devenir communauté urbaine. Je prends ces 2 exemples pour vous montrer que l'effet de seuil n'est pas synonyme toujours de progrès, parce que faire métropole,
Faire communauté urbaine, c'est savoir organiser des efforts partagés au service de l'ensemble des concitoyens d'un très grand territoire. Et il faudra que le législateur, avec le soutien du gouvernement, regarde ce qui se passe, car l'idée que faire métropole soit qu'un seuil démographique doit nous amener néanmoins à envisager le problème des services rendus de niveau métropolitain par des agglomérations qui ne sont pas à ces niveaux de seuil. Les niveaux métropolitains, c'est aussi être siège de préfecture de région, mais c'est aussi l'université, l'hospitalo-universitaire, tout ce qui fait la force, je dirais, Monsieur le ministre, vous connaissez bien ça, des institutions judiciaires, bref, de l'organisation des pouvoirs pour justifier de l'évolution métropolitaine. Je dois dire aussi que le système des pôles métropolitains a fait son œuvre. Nous le voyons bien, nous, en Lorraine, entre Épinal, Nancy, Metz et Thionville. C'est une conurbation, pas tout à fait en continuité, mais de près d'1 million d'habitants. Nous avons aussi, il faut que l'État se prépare à définir ce que peut être un pôle métropolitain autour d'une grande agglomération pour gérer, comme les préconisations du SCOT peuvent le prévoir, des sujets comme les mobilités, le développement économique, etc. Donc il y a aujourd'hui une sorte de vide entre la loi MAPTAM et la situation multiple qui existe. Il y a une sorte de no man's land en dessous de 250 000 habitants et la capacité à nous organiser. Nous souhaitons, on en a débattu ici, on en a débattu à l'Association des maires des grandes villes, que l'on fasse le recensement de toutes ces difficultés. Et plutôt que de procéder par amendement itératif, toujours difficile, délicat, nous souhaitons que le Premier ministre reprenne toutes ces petites difficultés ou ces adaptations et que le gouvernement les reprenne à son compte pour éviter cette multitude d'amendements et pour que l'on apporte de la clarification pour finaliser le débat. On ne reviendra plus tous les ans sur ce problème d'organisation des territoires. On n'entend plus beaucoup parler du mot de décentralisation aujourd'hui. Il est hors du champ de la discussion. Il faut faire aussi très attention parce que c'est un processus. Et derrière la métropole, il y a la région, mais il y a l'État, bien sûr, mais il y a aussi l'Europe. Et on doit être très attentif à cette jonction, car là où il y aura encore un peu d'argent, c'est peut-être du côté de l'Europe dans les années à venir. Donc, avec beaucoup d'amitié, Monsieur le ministre, mais aussi d'exigence, nous souhaiterions que le gouvernement fasse, entre la loi MAPTAM et le projet NOTRe, la liste de tout ce qui devrait pouvoir, la liste balai intelligente, vous voyez, dans cette période, et que l'on puisse traiter tous ces problèmes encore avec sérénité. Si on le fait dans la dispersion, le mouvement brownien des amendements, on n'y arrivera pas. Ce sera chacun chez soi, chacun pour soi. J'en profite pour lancer un appel à mes collègues. Soyez vigilants pour que vos parlementaires, entre guillemets, sur le territoire de vos communautés urbaines, de vos métropoles, soient très attentifs à une présence et à des moments de débat toujours nocturnes en fin de semaine où on fait passer un certain nombre de choses. Donc nous avons pris l'initiative entre la CUF et la MGVF de dire on va avoir un groupe toute sensibilité confondue de soutien au Sénat et à l'Assemblée nationale. Je pense qu'il faut aussi rassembler sur cette approche des choses. Donc voilà, Monsieur le ministre, vous allez être au banc du gouvernement sur toutes ces questions, pas tout seul parce qu'on est en plein dans l'interministériel, mais je pense qu'au moment, parce que quand on a établi la loi MAPTAM, le problème du regroupement des régions n'était pas à l'ordre du jour, et là aussi il va y avoir des adaptations, et le problème de l'involution des départements était dans les limbes. Et aujourd'hui, c'est cette novation, cette impulsion de situation politique nouvelle qui nécessite que le gouvernement ait une attitude nouvelle sur la préparation de la gestion parlementaire à venir. Je vous remercie.
Merci bien. Donc, je vais céder la parole à Christian Estrosi, qui a été le premier à construire la métropole Nice-Côte d'Azur. Christian. Bon, d'abord, merci, Monsieur le Président et cher Gérard, de ton accueil ici à Lyon, et qu'il me soit permis de dire combien je me réjouis que, au sein de l'Association des communautés urbaines et métropoles de France, sous ta présidence, nous avons toujours réussi à chacune de nos assemblées générales à terminer par un communiqué conclusif, fédérateur, consensuel, et où nous affirmions en même temps la même détermination à défendre d'abord ce fait urbain et nos territoires. Je partage beaucoup de ce qui a été dit par mes prédécesseurs, et notamment Jean-Claude Boulard. Je partage tellement de choses en commun avec Alain Juppé, sauf ce petit désaccord entre la région et le département, où nous n'avons pas forcément la même vision des choses, car je me demande toujours, nous qui ne souhaitons pas récupérer les compétences sociales dans nos métropoles, comme je ne les vois pas partir vers les régions, je me dis qui demain pourra administrer ses responsabilités sociales. Et je dois dire à cet égard que Jean-Luc Moudenc a parfaitement situé les choses. Alors au fond, ce qui apporte la réponse à tout cela, c'est effectivement le fait urbain, métropolitain, et je salue tous ceux de nos collègues qui nous rejoignent au sein de notre association, soit en devenant communauté urbaine, en ayant été communauté d'agglomération, soit en faisant le saut direct vers la métropole, et en essayant de vous rassurer tous, puisque, voilà, à partir du 1er janvier, enfin, nous ne serons plus les seuls à avoir le statut d'une métropole en France, puisque nous étions les seuls à avoir réussi à la bâtir sur la base de la loi de décembre 2010. Et pourquoi et comment vous rassurer ? En décembre 2010, si nous avons réussi à prendre la décision de devenir métropole au 1er janvier 2012, c'est par le volontarisme. C'est en réussissant à 49 maires, depuis une commune de 380 000 habitants, Nice, jusqu'à la plus petite commune, Saint-Dalmas-le-Selvage, 66 habitants, à 2800 mètres d'altitude, où passe à travers le parc du Mercantour la route la plus haute d'Europe au col de la Bonnette, Restefond, à faire en sorte que nous déposions les bases d'une métropole où nous nous respections tous, à égalité parfaite. C'est-à-dire que pour nous, le fait urbain, aujourd'hui, doit entraîner une solidarité territoriale entre la ville et le monde rural. Et c'est comme cela que nous réussirons à la fois à renforcer l'attractivité de nos territoires, à être solidaires et en même temps à être innovants. Et sur la base de territoires qui soient compris, qui est une histoire, qui est une identité, qui est une culture. Souvent on me dit, mais quelle idée d'aller chercher à 100 km de Nice des communes rurales qui coûtent forcément à la grande ville, qui se montre solidaire et qui perd sur son propre potentiel, puisque les industries, c'est chez nous qu'elles s'implantent, et non pas à 3000 mètres d'altitude au cœur du parc national du Mercantour. D'abord, nous voulons être respectueux de chacun. Ensuite, nous avons à être soucieux du développement durable et de l'environnement. Et chercher, parce qu'aucun territoire n'est le même sur le territoire national, et parce que la métropole de Lyon n'aura rien à voir avec celle de Bordeaux, celle de Toulouse, que chacune a sa beauté, sa dimension, son caractère, son histoire. Il se trouve que nous avons un bassin versant, où je prends toujours comme métaphore la neige qui fond dans les lacs qui coulent dans les torrents dans les rivières dans les nappes phréatiques de nos fleuves et qui se déversent dans la Méditerranée. Forcément, tout le monde n'a pas ce modèle. Peut-être c'est l'île de la Réunion au milieu de l'océan Indien, sans la neige. Et à partir de là, nous essayons de bâtir un écosystème vertueux, notamment en matière environnementale, ou de financer avec les ressources de notre monde urbain une station d'épuration à une petite commune à 2500 mètres d'altitude pour 7 millions d'euros. 7 millions. Il lui faudrait 40 ans d'emprunt pour pouvoir la financer. 40 ans d'emprunt. Nous le finançons
non seulement nous sommes solidaires, mais en même temps, nous permettons de préserver le pavillon bleu de la Méditerranée, parce que les eaux usées qui coulent à 2500 mètres, elles se terminent et elles s'écoulent dans la Méditerranée. Alors que nous prenons toutes les compétences énergétiques au 1er janvier prochain, eh bien, le fait de pouvoir avoir la maîtrise à travers les propres technologies que nous développons avec nos laboratoires de recherche, notre université, Cisco, IBM, Orange, ERDF, GDF Suez, etc., sur les smart grids, par exemple, la filière bois, l'hydroélectrique, le solaire, la transformation et la valorisation de nos déchets, la géothermie, la houle marine, les microalgues, là où nous gérons aujourd'hui à la fois 7 ports de la Méditerranée et 5 stations de sport d'hiver. C'est vrai, tout le monde ne peut pas revendiquer d'administrer un modèle comme celui-là. Et en même temps, en permettant à chaque maire de compter pour une voix. Un maire, une voix. Je le dis parce que lorsque je vois des réformes où on exclurait des maires de toute instance de décision, c'est là qu'on n'est pas compris. D'avoir formé avec le sénateur Louis Nègre, mon premier vice-président, maire de Cagnes-sur-Mer, ou mon vice-président en charge de l'énergie, de l'eau et de l'assainissement, Hervé Paul, maire d'une commune rurale de notre métropole, un conseil des maires où aucune délibération ne soit inscrite au bureau ou au conseil métropolitain, sans qu'elle ne soit décidée à l'unanimité du conseil des maires. Et il y a des maires front de gauche, il y a des maires écologistes, il y a des maires socialistes, il y a des maires de ma famille politique, tout est décidé à l'unanimité. Nous avons voté un budget d'1,3 milliard d'euros à l'unanimité des 49 maires. C'est l'état d'esprit dans lequel nous travaillons et c'est parce que les communes se sentent respectées que nous avons réussi à faire admettre ce type de modèle. Et donc je le dis, veillez à cette alliance de l'urbain et du rural et veillez au respect des communes. Enfin, je voudrais, dans le prolongement des travaux qui ont été les nôtres ce matin sous ta présidence, mon cher Gérard, faire un petit rappel. On ne peut pas, Monsieur le Ministre, vivre dans cette instabilité là où nous considérons que nous sommes des établissements publics et pas des collectivités, des établissements publics qui contribuent à la croissance de notre pays par l'investissement, subir cette insécurité permanente, où on nous dit dans la loi de programmation de finances publiques 2012-2013, promulguée au début de 2012-2017, promulguée début 2013, il y aura 2 fois 750 millions d'euros de baisse de dotation 2014-2015. Pour nous dire quelques mois plus tard, au fond, ce sera 1,5 milliard mis en œuvre dès la loi de finances 2014. Pour qu'ensuite, M. Valls nous annonce au printemps 2014 que de 1,5 milliard, on passera à 10 milliards sur 3 ans, et pour nous dire le 11 septembre 2014 que ces 10 milliards, ce sera 11 milliards, donc 3 milliards 670 millions de baisse de dotation dès 2015. Sur ma propre métropole, d'autres ayant pris leur référence, ça veut dire que nous serons privés de 12 millions d'euros de ressources, 16 millions d'euros en comptant l'indexation de la dotation de compensation du Conseil général, puisque, en plus de cela, il est prévu par les CLECT que lorsque l'on vous transfère des compétences, eh bien, si l'État baisse ses dotations, l'indexation est à la baisse sur les moyens transférés, alors que la dette reste au même niveau, la dette transférée, et nous devons y faire face. Et au niveau national, les 11 milliards dont vous parlez, je veux toujours rappeler qu'en matière de concours financiers, ça représente 37% de l'autofinancement global des collectivités territoriales. Donc en réalité, ces 11 milliards se transforment en 29 milliards 300 millions, source observatoire des finances locales. Alors, Monsieur le Ministre, moi, je vous propose 2 choses ce matin. La première, en matière de péréquation, où nous ressentons comme une injustice profonde le fait que là où nous investissons, c'est chez nous que vous prenez pour aller donner à ceux qui n'investissent pas. Eh bien, lorsque nous exerçons une vraie solidarité territoriale à l'égard des communes les plus faibles, notamment de notre ruralité,
environnantes de nos métropoles. Eh bien, que cette péréquation, que nous faisons déjà à l'intérieur du périmètre de notre métropole ou de notre intercommunalité, ne s'effectue plus à l'extérieur de notre intercommunalité. Deuxième proposition, que vous mettiez en place une sorte de contrat de confiance, Monsieur le ministre, parce que au moment où la France est en panne pour retrouver les chemins de la croissance et de l'emploi, quand on sait que 0,1% de point de croissance, ça correspond à 1 milliard d'euros de recettes pour l'État, que 3% de point de croissance, ça fait 30 milliards d'euros de recettes pour l'État de plus, quand on sait que l'impôt sur le revenu, c'est 70 milliards d'euros de ressources, 30 milliards, 3 points de croissance. Qui est-ce qui apporte la croissance dans notre pays? En tout cas pour partie. 71% de l'investissement public est réalisé par les collectivités et principalement par les intercommunalités, communautés urbaines et métropoles. Eh bien, dans ce contrat de confiance, je vous propose tout simplement une solution. Investir, innover, ceux qui investissent et qui font tout sur l'innovation, la Smart City, la ville intelligente, les transports du futur, l'accompagnement à l'innovation de leurs entreprises, eh bien cela, qu'il n'y ait pas de baisse de dotation. Et ceux qui laissent monter leurs dépenses publiques et leurs dépenses de fonctionnement, cela, vous baissez les dotations. C'est-à-dire qu'aux moins vertueux, on baisse les dotations, et à ceux qui contribuent à la croissance de la France, par leurs investissements, on maintient les dotations au même niveau. Et ainsi, vous trouverez votre compte dans vos recettes, en tout cas dans la limitation de vos dépenses, et en même temps, vous aurez continué à accompagner les collectivités pour qu'elles contribuent à la croissance de notre pays. Je terminerai par une référence un peu sympathique que j'ai trouvée en faisant quelques recherches sur Internet. C'est une tribune qui s'intitule « Les maires doivent gérer le monde » et est écrite par le célèbre penseur américain Benjamin Barber, qui dit « Confrontés aux défis les plus périlleux et parmi les plus globaux, changement climatique, terrorisme, pauvreté, trafic de drogue, les nations semblent paralysées. Sont-elles dépassées et obsolètes ? Selon lui, les villes et les maires qui dirigent, et les métropoles et qui les dirigent, sont les institutions et les lieux de la gouvernance moderne. Les villes, même si la statistique ne saurait être parfaite, rassemblent plus de la moitié de la population mondiale, elles concentrent les innovations, surtout elles ne s'embarrassent pas véritablement de frontières souveraines, ce type de limite empêchant les nations de coopérer. Barber observe que les maires, quelle que soit la taille des villes et les affiliations politiques, adoptent des positions et prennent des décisions qui sont bien plus pragmatiques et bien moins partisanes que les gouvernements nationaux. Il aime citer les termes immortels de l'ancien maire de New York, Fiorello LaGuardia. Il n'y a pas une voie démocrate et une voie républicaine pour réparer un égout. Les maires adoptent des positions et prennent des décisions qui sont bien plus pragmatiques et bien moins partisanes. Pour la plupart, les élus locaux ont su conserver, d'ailleurs, la confiance de leurs électeurs. On ne peut pas en dire autant de tout le monde. Merci Christian Estrosi. Je vais passer la parole à Robert Herrmann qui va nous parler de la communauté urbaine de Strasbourg, puisque l'on parlait de la façon dont les maires aujourd'hui agissent de manière globale au niveau de la planète. Je vais vous dire que notre amie Johanna Roland, qui donc est présidente de la communauté urbaine de Nantes, vient en ce moment d'être élue présidente des Eurocités, ce qui est évidemment formidable au niveau européen. Non, deux mots, Monsieur le Ministre, pour dire, consécutivement d'ailleurs à ce qui était évoqué par le Président de la République hier soir, que l'emploi est au cœur de l'ensemble des problématiques de ce pays. Je ne connais pas à ce jour un seul président de communauté urbaine, voire de maire, qui ne s'engage pas dans une réduction drastique des personnels à l'intérieur des communautés urbaines et à l'intérieur des villes. Je ne connais pas non plus un maire qui n'ait pas fait l'objet d'un appel de préfet pour embaucher massivement un certain nombre d'emplois, y compris d'emplois aidés, et faire en sorte de participer à la résolution de ce problème du chômage. Simultanément, nous avons une baisse des investissements, ce qui signifie aussi des pertes d'emplois dans le secteur privé. Bref,
il ne faudrait pas que du fait de la dose qui nous est faite en ce qui concerne les budgets, je veux dire, la résolution du problème de la dette se transforme en une contradiction flagrante sur la politique majeure qui est celle de la recherche, de la compétitivité et de l'emploi sur le plan national. Il y a là une contradiction qui m'apparaît aujourd'hui comme pas complètement apparente, mais tout à fait réelle, et qui va nous mettre à mal, et dans nos territoires, et à l'échelle nationale sur le plan de l'emploi. Je voulais attirer votre attention là-dessus. Nous avons la semaine prochaine à Strasbourg une négociation syndicale où nous allons annoncer la perte de centaines de postes par non-renouvellement d'ici la fin du mandat, je dis bien de centaines de postes, ce qui va produire très certainement une grève générale, mais qui a d'ores et déjà abouti à indiquer à l'ensemble de la direction générale et aux syndicats que sur le plan de l'emploi, ce serait 0, que sur la croissance du budget RH, ce serait 0, ce qui signifie une baisse conséquente du nombre d'emplois, même en renouvellement. Et donc, forcément, pour rejoindre aussi mon collègue du Creusot, indiquer qu'il y aura, à un moment ou à un autre, dégradation des missions de service public.